Il est l'auteur de Millennials, la génération qui secoue l'Amérique, aux éditions de l'Atelier. Il est là, ce livre. Dans son dernier ouvrage sur les États-Unis, dans ton dernier ouvrage sur les États-Unis, tu continues d'éclairer cet autre pays, à l'opposé des clichés et du Trumpisme, évidemment. 3 ans après l'Amérique qui vient. Il y a 3 ans, il avait déjà publié un livre sur les États-Unis qui s'appelait L'Amérique qui vient, qui avait quand même fait pas mal de bruit. Pourquoi avoir choisi en couverture, j'y vais direct, hein, Alexandra Ocasio-Cortez, démocrate élue en 2018, en battant contre toute attente un autre démocrate en poste depuis 20 ans, plus jeune femme jamais élue au Congrès, sachant qu'elle se déclare socialiste. Elle est là en photo sur la couverture du livre. D'entrée de jeu. Alors, la question est pourquoi? La réponse est simple. C'est une image vaut mieux souvent que 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots, 4000 mots. Et je savais que Alexandria Ocasio-Cortez incarnait aux yeux de nombreux lecteurs ou de l'UMA ou de mon précédent bouquin quelque chose. Vous voyez, les choses ont besoin d'être incarnées. Alors moi, je me présente à vous avec, comment dire, humble et démuni. Parce qu'évidemment, aux États-Unis, tout de suite, le premier mot qui vous vient à l'esprit, le premier nom, Trump. Voilà, forcément, Trump. Donc, alors, d'abord, il faut commencer par dissiper le nuage Trump. Alors, ça peut prendre du temps, on peut élaborer des réponses, que je vais essayer de faire, mais parfois, un visage incarne quelque chose, incarne un mouvement. C'était le cas en 2016 avec l'Amérique qui vient et Bernie Sanders. Mon idée... En fait, tout ce travail que je mène depuis, plus particulièrement depuis 10 ans, part d'une erreur de ma part. Donc il faut toujours commencer comme ça. Les scientifiques font parfois des erreurs, et les journalistes aussi. Le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est de comprendre son erreur et d'essayer de la réparer autant que faire se peut. Et donc, Jean-Emmanuel en est témoin, puisque toute l'année 2007, il m'a dit Obama, Obama. Et moi, je lui ai répondu invariablement Obama ne sera jamais élu, point la ligne, on va arrêter avec ça maintenant. Voilà. Et Obama a été élu. Et donc, je me suis dit, bon, bah, t'as loupé quelque chose dans l'évolution du pays, manifestement. Donc, reprends un peu. Moi, je m'étais occupé du pays dans les années 95 à 2005. T'as loupé quelque chose. Donc, reprends un peu le travail à la base, repars en reportage. Alors, il se trouve que le journal L'Humanité m'a fait aussi confiance et m'a permis d'y aller. Relis, refait des interviews, machin, truc, voilà. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, hein, Jaurès, etc. Chercher. Oui, toujours chercher, oui. Parfois on trouve, alors bon, on livre un peu ce qu'on trouve, et puis ce que je trouve, c'est que Obama est élu parce que dans l'Amérique démographique des années 80, Obama aurait perdu, parce qu'il obtient que 39% du vote blanc. Et c'était le cas de Dukakis en 88. Et s'il a été élu, c'est que la part des ce qu'on appelle les minorités est bien plus importante que 30 ans avant, et notamment les jeunes, les plus jeunes. Donc ça me met une petite puce à l'oreille. Et puis je découvre rien. Beaucoup de chercheurs et journalistes américains ont travaillé là-dessus, évidemment. Et donc je commence à creuser ce sillon-là, et donc à écrire une première fois en 2012 un premier livre. Puis en 2016, en 2019, et toujours à creuser ce sillon de cette Amérique qui émerge. Elle a émergé déjà par l'existence politique de Barack Obama, encore une fois, que je n'avais pas vu. Donc Barack Obama n'aurait pas été élu sans l'émergence de cette nouvelle Amérique. Après que Barack Obama ait déçu ses électeurs, ça c'est un autre débat, si je puis dire. Hein, enfin, si je puis dire. Oui, un autre débat, on peut aussi le mener. Bon, voilà. Et puis en 2016, évidemment, j'arrive avec l'Amérique qui vient, donc je claironne, il n'est pas là, c'est un autre, en disant, voilà, c'est une Amérique qui est majoritaire, et l'Amérique de Trump est une Amérique minoritaire. Bon, mais Trump est élu. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une question. Alors on peut aussi discuter sur la façon dont il a été élu et machin. Donc, mais je maintiens, 3 ans après, l'Amérique de Trump est une Amérique minoritaire, déclinante, vieillissante, blanche, conservatrice, ça vous l'avez deviné, et qui ne maintient son pouvoir, ce qui n'est pas secondaire quand même, que par la grâce d'un système, notamment du système du collège électoral. Donc je rappelle, on a inventé un instrument de mesure démocratique qui est assez fiable, ça s'appelle le suffrage universel. Donc en 2016, Trump a été battu de 3 millions de voix. En 2018, aux élections de mi-mandat, les candidats républicains accusent un retard de 10 millions de voix. Et si on prend moi j'aime bien prendre des cycles, c'est mon côté un peu ancien étudiant en histoire, des cycles un peu longs. Celui qui s'ouvre avec la fin du communisme réel et de la chute du mur de Berlin, donc ça fait quasiment 30 ans maintenant. Il y a eu 7 élections présidentielles aux États-Unis, 7.
À une seule reprise, les républicains sont majoritaires en voix. Une seule reprise, c'est Bush en 2004. En voix. Après Bush 2000 et Trump 2016 sont majoritaires au collège électoral, mais minoritaires en voix. Enfin, bon, tout ça pour dire qu'Ocasio-Cortez, elle représente quelque chose. Elle a 29 ans, donc elle est milléniale. Moi, j'écris sur l'Amérique jeune, diverse et progressiste. Donc elle a 29 ans, elle avait 8 ans quand le mur de Berlin est tombé. L'Amérique diverse, alors bon, le mot ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, vous comprenez ce que ça veut dire. Métissée, disons, c'est pas tout à fait exact non plus. Elle est d'origine portoricaine et progressiste. Et d'abord, c'est la plus jeune élue du Congrès, et c'est l'une des premières élues du Congrès qui se déclare socialiste, comme Bernie Sanders et comme d'autres élus aussi, notamment jeunes et femmes. À propos des jeunes, il y a quelque chose qu'on ne pense pas forcément en France. J'ai noté en lisant ton livre, entre 80 et 2000, 75 millions de personnes sont nées aux États-Unis. C'est juste colossal. Ce que tu appelles donc du coup, et j'en viens à ma question, la nouvelle génération, cette nouvelle Amérique que toi tu sondes dans ce livre, en quoi est-ce important ? Aux États-Unis, je cite Tocqueville, une fois n'est pas coutume, mais c'est Christophe qui le cite dans son livre, aux États-Unis, chaque génération est un nouveau pays, disait-il. Oui, alors quand j'ai découvert cette phrase de Tocqueville, je l'ai remercié parce que je me suis dit j'aurais dû y penser à moi-même, cette formule qui est assez magnifique. Et c'est pour ça que Tocqueville est Tocqueville et que je suis de Roubaix. Et voilà. Mais je me suis dit, ça c'est fantastique ça. Mais pour répondre à la question, il y a une question sur la génération. C'est vrai dans tous les pays. Chaque génération est un nouveau pays, aussi en France. On pourra en parler si vous voulez. Mais pourquoi ? Parce qu'une génération, alors je peux citer Tocqueville, mais du coup je vais citer Marx aussi, comme ça fera un partout. Marx disait, les hommes font l'histoire, mais ils le font dans des conditions historiques données. Voilà. Donc nous grandissons tous. Intellectuellement, politiquement, socialement, dans des conditions historiques données. Quelles sont les conditions historiques et sociales des millennials ? Je vous l'ai dit, c'est la post-guerre froide, donc les plus jeunes millennials avaient 8 ans, les plus vieux n'étaient pas encore nés, parce que c'est une génération qui est née entre 1981 et 1996, donc ils ont entre 22 et 37 ans, donc les plus anciens avaient 8 ans au moment où le mur est tombé. Et leur expérience commune, c'est donc cette phase historique de ce qu'on le chercheur américain Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire, et donc la domination supposément éternelle de ce qu'il appelle la démocratie libérale, en gros le capitalisme. Voilà. Et puis il s'est passé 2008. Voilà. L'expérience commune des millennials, quel que soit leur âge, c'est 2008, le grand crack de 2008. Donc les étudiants ont pris ça de plein fouet parce qu'ils ont investi beaucoup dans les études. On leur disait le savoir, c'est le nouveau sésame pour des emplois qualifiés et bien payés. Et puis finalement, ils s'en sont qualifiés. Hein. C'est la génération la plus diplômée de l'histoire du pays. Hein. 41% des 22-37 ans sont titulaires d'un bac plus 5. Et les femmes sont plus diplômées. 43%. Quasiment une femme américaine sur deux de cet âge-là a un bac plus 5. Donc mais à la sortie, le salaire est le même. Avec la dette étudiante à rembourser, avec l'explosion des prix de l'immobilier, c'est une génération qui est aussi très urbaine, la plus urbaine de l'histoire du pays, et avec l'alourdissement des coûts de santé. Donc finalement, il y a une sorte de déclassement. C'est la première génération qui sait qu'elle vivra moins bien que la génération précédente. Voilà. Et donc, il y a une prise de... Ça, c'est pour les étudiants. Et ceux qui sont salariés ont été aussi les premiers licenciés. D'ailleurs, beaucoup ont dû retourner chez leurs parents, et on les a appelés à un moment la génération boomerang. Voilà. Et donc, toute cette... déjà, en filigrane, dans ce que je vous ai dit, on peut aussi voir les points politiques sur lesquels Bernie Sanders a émergé politiquement. Gratuité des frais, enfin gratuité de l'éducation supérieure publique, les universités, système, à l'époque il n'appelait pas ça Medicare for All, mais système de santé publique. Donc on voit que Bernie Sanders s'est inscrit aussi dans une réalité et dans une expérience, notamment des jeunes. Il se trouve qu'en plus, il a construit son alternative politique sur les millennials et qu'il a recueilli 80% des votes des millennials. C'est un peu long peut-être ce que je... Non, bon. Voilà, non, mais j'ai répondu à la question. Donc, mais c'est aussi en partie vrai en France et en Grande-Bretagne. Pourquoi en Grande-Bretagne, ce sont les jeunes qui ont permis la prise de pouvoir par Jeremy Corbyn au sein du Parti travailliste. Je prends la France, ma question viendra peut-être, mais du coup j'y réponds tout de suite, ça évitera de poser la question. Au premier tour de l'élection de 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en tête. Donc le problème, c'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon est un bon dirigeant ou pas, on va passer ça de côté, on va rester sur la question de la génération et de son implication en politique. Là où on disait Le Monde,
un an avant, j'ai pas oublié cette une du Monde, la jeunesse tentée par le Front National. Non, pas tentée par le Front National. Marine Le Pen est troisième. Deuxième candidat, c'est Macron. Et le premier, celui qui arrive en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon. 29% des électeurs jeunes qui ont voté. Voilà. Donc c'est une expérience qui n'est pas... Je ne parle pas que des États-Unis, en l'occurrence. En parlant de la jeunesse, je ne parle pas que des jeunes Américains, je parle de l'ensemble du pays. Enfin, je veux... Et je ne parle pas que des États-Unis, je parle aussi de l'ensemble des pays qu'on appelait occidentaux, enfin au moins la France et la Grande-Bretagne. Avant de parler de la question du socialisme, parce que vous allez voir que l'idée socialiste existe aux États-Unis, c'est vrai que les femmes sont 70% à voter démocrate, et les jeunes dans leur globalité. Moi, en lisant ton livre, je me suis presque dit, voter Sanders, en fait, ils y étaient prêts d'une certaine manière. Oui, c'est Tu vois le sens de ma question? Oui, c'est un chroniqueur que je cite, Harold Meyerson, qui dit Sanders n'a pas amené la jeunesse au socialisme, ils y étaient déjà. Et d'une certaine façon, alors il y a plein de... Si on parle du rapport des millennials à la politique, d'abord, il y a un sondage, c'est assez marrant. Il y a une association aux États-Unis qui s'appelle l'Association des victimes du communisme. Donc, bon, vous avez deviné qu'on n'est pas forcément en sympathie avec l'idée communiste. Hein. Et ils font un sondage tous les ans. Et là, le dernier, ils ont trouvé les résultats un peu décevants. Et pour cause, 46% des jeunes Américains préfèrent vivre dans une société socialiste, 40% dans une société capitaliste, 8% dans une société communiste et 4% dans une société fasciste. Voilà. Alors, ça veut dire quoi socialiste? Dans le sondage, la définition est assez claire. Une société socialiste, c'est une société dans laquelle les moyens de production ne sont pas publics, comme dans le communisme, mais sont de nature sociale et publique. Voilà. Et le capitalisme, voilà. Donc les définitions sont assez claires. Donc ils répondent en connaissance de cause. Plus globalement, sur l'idée de... J'entends ici la question... Oui, mais enfin, en gros, c'est de la social-démocratie. J'allais te poser la question. Oui, je me doute. Mais alors, non. Voilà, mon point de vue, il est non. Pourquoi? D'abord parce que si on dit social-démocratie, alors en termes de sciences politiques, ça répond à un projet politique bien précis qui est né en Europe à la fin du 19e siècle, basé sur la classe ouvrière et les syndicats. Toute chose qui n'existe pas aux États-Unis, en tout cas en l'état actuel des choses. Donc déjà, à mon avis, c'est nous guider dans une voie qui est un peu sans issue. Et puis ça nous donnerait l'idée que finalement, il ferait que quelque chose qui... le terme social-démocrate est altéré en France depuis 20, 30, 40 ans, et donc qui serait une sorte de réformisme un peu mou. Sauf que dans l'Amérique du turbocapitalisme actuel, proposer un certain nombre d'éléments politiques ou de réformes politiques, comme le fait Sanders et Elizabeth Warren maintenant aussi, en termes de droit. Moi, je crois que si je devais répondre, c'est Bernie Sanders pose la question, non pas en termes de « Ah bah tiens, c'est une bonne proposition », mais en termes de droit. La santé est un droit, ce qu'il ne faisait pas forcément il y a 3 ans, mais aujourd'hui, maintenant, il dit « La santé est un droit ». Ce qui est absent de l'histoire politique et intellectuelle et sociale américaine. Les questions ne sont jamais posées en termes de droit. Si, les premiers, Bill of Rights, la déclaration des droits. Et après, il n'y a plus de droits. Il n'y a que des opportunités, de la chance, du mérite et compagnie. Donc je pense que dire que, oui, ils sont juste un peu sociodémocrates, c'est sous-estimer la radicalité de ce qu'ils portent dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et puis pour répondre à ta question, oui, en effet, alors, quand on dit que 70% des jeunes femmes de cet âge-là, toujours, votent démocrate, on dit oui, mais ils votent démocrate, donc ça veut dire aussi... Alors là aussi, soyons clairs, sur l'identification politique des millennials. Aujourd'hui, 50% des millennials se déclarent indépendants. Indépendant, ça ne veut pas dire centriste ou neutre. Bernie Sanders est un indépendant. Ça veut dire simplement que grandit et devient majoritaire au sein des millennials l'idée qu'on rejette le duopole qui a mené grosso modo les mêmes politiques pendant ces 30 dernières années, les politiques néolibérales, et qu'on veut... Je caricature même pas d'ailleurs. On ne veut ni du parti républicain de Trump et de Bush, ni du parti démocrate de Clinton, mari et femme, ou de celui d'Obama. Donc se déclarer indépendant, c'est ça. Et en même temps, quand il faut voter, au bout du bout, on vote démocrate. Et donc le rapport de force, là, est un rapport de force qu'un politologue que je tiens pour être le meilleur aux États-Unis, Ruy Teixeira, dit c'est un rapport de force que nous n'avons jamais observé dans une classe d'âge.
Voilà. Et y compris chez les plus vieux aujourd'hui, les plus de 65 ans qui votent massivement républicains, nous n'avons pas ce rapport de force pour les républicains. Donc il y a on va dire une vague, je dirais une vague si le taux de participation était beaucoup plus élevé, le taux de participation électorale et le taux de participation au processus politique. Je fais un petit distinguo entre les deux, même si c'est un peu la même chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui empêche vraiment le basculement du pays dans une ère politique nouvelle, ou dans ce que Bernie Sanders appelle la révolution politique, c'est la masse. On n'a pas encore atteint cette masse critique qui permet de dire oui, ça va changer définitivement, ça va basculer. Pour rester sur la question du socialisme, tu cites John Mason, professeur de sciences politiques à l'université William Patterson. Lui, il explique carrément, ouvrez les guillemets, le socialisme apparaît comme une alternative au capitalisme sauvage. Ça veut dire que ça fait son trou quand même, cette idée, ou c'est juste comme ça une revendication des jeunes? Alors, ce n'est pas une revendication des jeunes, c'est une revendication de jeunes. Alors, je vais parler aussi un certain nombre d'acteurs qui sont eux-mêmes radicaux, progressistes, voire socialistes, hein, comme Bhaskar Sunkara, qui est le rédacteur en chef d'un magazine ouvertement marxiste et socialiste, qui s'appelle Jacobin, ou d'autres. Ça existe, hein, beaucoup plus qu'on le croit aux États-Unis. Hein. On étudie plus Marx dans les universités américaines que dans les universités françaises, d'une. Et puis, voilà, Jacobin, on parlait des difficultés de la presse. Lui, il a créé Jacobin dans la foulée du mouvement d'Occupy Wall Street. Et aujourd'hui, Jacobin, c'est un mensuel qui est très bien fait, qui est très bien écrit, qui est très graphique, et qui pèse dans le débat politique. Il vend 35 000 exemplaires. Alors, 35 000 exemplaires, c'est pas le bout du monde, mais enfin, bon, il a créé quelque chose ex nihilo et ça fonctionne. Donc, je dirais que des jeunes, oui, portent, et c'est vrai que dans le cadre d'un processus politique qui est quand même marqué par la désaffection, historiquement aux États-Unis, enfin on connaît les taux de participation aux États-Unis sont toujours très faibles, à partir du moment où, même si on n'a pas atteint une masse critique, à partir du moment où une minorité on appellerait de ce côté-ci de l'Atlantique parfois une minorité agissante, c'est quasiment ça, hein, s'implique, ça peut faire basculer. Donc ça peut faire basculer, ça a failli faire basculer les primaires démocrates, ça peut faire basculer dans une ville comme Pittsburgh. Je consacre un chapitre à Pittsburgh parce qu'on me dit, oui, non mais ton histoire c'est un truc des côtes, des trucs des bobos, à New York et Los Angeles, machin, truc bidule. Bon ok, d'accord. Et puis je vois qu'à Pittsburgh, donc qui est la ville de l'acier, Carnegie, qui est la ville du ketchup, qui est la ville de Heinz, une ville de la révolution industrielle, massivement démocrate, où l'alternative ne peut passer qu'au sein du Parti démocrate avec le système électoral américain. Et puis je vois que deux démocrates, c'est quasiment un scénario de film cette histoire, les cousins Costa. Alors, on a l'impression d'être dans un truc un peu entre Soprano et West Wing. Et les frères Costa, bon, ils sont élus sans jamais être contestés, machin. Ils sont trois cousins d'ailleurs au demeurant. Bon, il y en a deux qui ont été tapés par deux jeunes femmes socialistes. Voilà, et donc je dis, il se passe un truc. Donc je vais à Pittsburgh et je raconte un peu comment ça se passe. Donc c'est pas seulement une question de New York ou des côtes. Ou, voilà. Ocasio-Cortez, on dit oui, c'est le Bronx, bon, c'est New York, c'est un peu différent. Non, c'est quelque chose qui infuse partout. C'est vrai à Austin, c'est vrai à Charlotte, c'est vrai, bon, évidemment, c'est vrai en Californie. Voilà. C'est une réalité qui, encore une fois, elle n'a pas atteint sa masse critique, mais je vais le prendre par un autre bout pour répondre à la question. Par le biais social, puisqu'on parle de génération, c'est une entrée qui me semble pertinente, mais pour prendre la question sociale à laquelle on est sensible ici à la fête de Lima. En 2012, novembre 2012, quelques salariés de fast-food à New York se sont mis en grève en réclamant le SMIC à 15 $. Donc c'est le doublement par rapport au minimum fédéral, qui est de 7,25 $. Donc c'est une misère, en fait. Vous avez besoin de 2 emplois pour vivre en dessous du seuil de pauvreté. Bon, et j'avais rencontré l'un des premiers grévistes au moment du congrès de la CGT à Marseille il y a quelques années. Il nous avait dit on était parti à 15 $ en se disant on va atterrir à 10-12 et ce sera déjà pas mal pour nous, mais jamais, voilà. Et puis un an après, à Seattle, une jeune femme d'origine indienne, naturalisée depuis peu, ouvertement socialiste, mais alors elle trotskiste, un membre de la 4e internationale, mène campagne là-dessus. Et elle est élue au conseil municipal contre un démocrate sortant dans une ville où les démocrates font 80%. Donc elle le conteste de l'intérieur, elle le bascule. 3 mois après, le conseil municipal vote le SMIC à 15 $. Pas pour les employés municipaux, pour l'ensemble des salariés. Donc y compris de ceux du siège de Starbucks qui se trouve à Seattle. Et puis aujourd'hui, c'est une réalité pour 100 millions d'Américains, 10 États, et la Chambre des représentants, que les démocrates ont remporté de nouveau en novembre 2018, hein, parce qu'on peut dire aussi oui, mais c'est un truc de l'aile gauche du démocrate. La Chambre des représentants a voté
une loi pour instituer le SMIC à 15 $. Cette loi ne deviendra pas effective aux États-Unis pour une raison, c'est que le Sénat, qui est détenu par les républicains, ne la votera pas. Mais donc c'est pas seulement un petit truc à la marge, c'est devenu central. La preuve, y compris les modérés démocrates, n'ont pas pu faire autrement, parce qu'il y a des modérés démocrates évidemment, n'ont pas pu faire autrement que de voter ce SMIC à 15 $. J'ai encore une question rentrée. Qu'en est-il des latinos et des afro-américains? Je parle des jeunes, je ne parle pas de tous les portraits que tu peux tracer dans ton livre, qui eux ont accédé à l'élite d'une certaine manière, en tous les cas en politique, dans l'engagement. Je parle vraiment des jeunes, parce qu'eux, ils sont toujours frappés d'inégalités, et pas que sociales, mais d'inégalités tout court. Oui, alors la question que tu poses, elle est là aussi, on peut... Bon, je vais essayer de la résumer. C'est la génération la plus diverse de l'histoire des États-Unis. Parce que les États-Unis ont voté des lois en 1965 qui ont modifié les quotas d'immigration, enfin qui les ont supprimés plus exactement. Les quotas avaient été institués en 1923-24. Juste pour l'histoire, vous allez comprendre, ils ont été institués après les grandes grèves de 1919 et 1920, dans la foulée de la révolution bolchevique, parce que le pouvoir avait tellement peur d'un basculement politique. Et les militants syndicaux et politiques étaient principalement d'origine immigrée. Des Italiens, des Allemands, Sacco et Vanzetti. C'est aussi une façon de faire un exemple, Sacco et Vanzetti. Hein. Voilà, c'est aussi cette histoire-là, elle est liée. Hein. Bon, bref. Et donc en 1965, on a rouvert les vannes, c'est Johnson d'ailleurs, hein, la même année que la loi sur les droits civiques. Et donc beaucoup plus d'immigration latino, maintenant l'immigration asiatique, et puis beaucoup plus de fluidité aussi dans les relations sociales. C'est pas seulement le fait d'aller à la fac ensemble, c'est aussi l'intermariage, les mariages endogames. Donc c'est une société qui est en voie de métissage du point de vue biologique. Alors vous mettez 25 guillemets de chaque côté au mot biologique, mais aussi politique. Voilà, je fais le portrait par exemple. La dernière fois j'ai fait une émission à RFI, puis parfois je suis un peu trop sérieux. Et ils m'ont mis une chanson de Cardi B, qui est la rappeuse. Et je dis mais bien sûr, mais ils ont raison. Cardi B c'est une rappeuse. Elle fait. Alors, je vous invite à aller l'écouter. Je connaissais pas, c'est mes filles qui m'ont fait découvrir ça, qui sont le même millennials et post-millennials. Et puis oui, il y a un peu de salsa, il y a un peu de rap, et c'est ça aussi le métissage. C'est ce que Glissant appelait la créolisation du monde. Donc c'est une génération, parce qu'elle a des origines différentes, qui porte aussi un regard différent sur l'altérité. L'Amérique de Trump, elle n'a jamais vécu cette altérité. C'était une Amérique blanche, sans immigration, et en blanc et noir. C'est l'Amérique de la ségrégation. Voilà. Donc je ne sais plus quelle est ta question. Voilà. Et donc, évidemment, ils ont un rapport différent à l'altérité. Donc ils sont moins... ils sont moins cramponnés à une sorte d'identité. D'ailleurs, ça leur plaît pas les trucs du recensement, vous savez, où vous répondez... vous devez être blanc ou noir. Oui, mais ma mère est blanche, mon père est noir, comment je fais? Vous êtes autre. Mais non, je ne peux pas être les deux en même temps. Mais c'est ça aussi le problème de la catégorisation. Et donc aujourd'hui, un quart de cette génération sont d'origine latino. En gros, la moitié sont des blancs. Enfin, moi, je ne rentre pas dans le détail, mais bon. Et puis socialement, évidemment, les latinos africains-américains sont les plus frappés par les inégalités sociales. Et donc le crack de 2008 a encore évidemment aggravé ces inégalités. Et encore plus quand vous êtes femme. D'ailleurs, la lutte pour le SMIC à 15 $ dans les fast-foods et à Seattle, la bataille politique a été portée beaucoup par des jeunes femmes, beaucoup de mères célibataires et compagnie. Et puis il se passe aussi un truc en termes c'est le côté social, et en termes de renouvellement générationnel assez intéressant chez les Africains-Américains qui, depuis qu'ils peuvent voter, donc depuis les années 60, votent massivement pour les démocrates, parce que ce sont les présidents démocrates qui ont assuré la loi sur les droits civiques. Et donc Hillary Clinton doit son succès aux primaires de 2016 aux électeurs démocrates, plus particulièrement aux femmes noires démocrates, et encore plus particulièrement aux femmes de plus de 65 ans. Donc il y a une sorte d'identification un peu, les femmes, nous on a souffert, vous avez souffert aussi vous Hillary Clinton, on connaît son histoire, pas souffert, d'un certain point de vue, oui. Et ils sont un peu, et aujourd'hui Biden est en tête des sondages à 30%, mais le candidat qui arrive en tête chez les latinos, c'est Bernie, chez les Africains-Américains, c'est Bernie, chez les Africains-Américains, non, chez les Blancs, c'est Elizabeth Warren. Et chez les Africains-Américains, donc c'est Biden, sauf chez les moins de 35 ans. Et Bernie est en tête chez les moins de 35 ans. Donc il y a aussi un renouvellement
de l'attitude et du rapport aux politiques et au Parti démocrate avec la nouvelle génération. En gros, moi j'ai fait un sujet là-dessus en Caroline du Nord il y a 3 ans. Il y avait un jeune type que j'avais rencontré là, qui était un salarié de 25-27 ans, il était dans le commercial, il avait un bon boulot, et il se refusait à aller voter Hillary Clinton contre Trump à l'époque. Et sa famille était absolument horrifiée en disant mais tu vas permettre l'élection du parti républicain et de Trump. Et lui dit mais ça fait 40 ans qu'ils nous font le coup. Enfin, c'est un débat qui peut résonner aussi en France sur la question du vote utile. Ça fait 40 ans qu'ils nous font le coup. Donc pour moi Hillary Clinton n'est pas la solution et le problème. Et je n'irai pas voter. Et il n'est pas allé voter pour Hillary Clinton. De nombreux jeunes ne sont pas allés voter pour Hillary Clinton, entre autres. Est-ce que ça a permis l'élection de Trump? En partie oui, ils ne vont pas raconter d'histoire. Mais ils sont allés au bout de leurs convictions. Dernière question, mais j'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes peut-être s'il y a des questions dans la salle. J'imagine qu'il y en a forcément parce que sur les États-Unis, en fait, bon, nous on se connaît bien donc j'ai l'habitude, mais on sent de l'empathie quand même chez toi pour une certaine Amérique, on va dire, disons pour son potentiel d'avenir. Quand on est journaliste à l'Humanité, ou en tous les cas quand on regarde les journalistes de l'Humanité, on ne s'attend pas forcément à ce qu'on publie des livres et qu'on aille chercher des choses positives sur les États-Unis, surtout depuis Trump. Surtout depuis Trump. C'est de l'empathie ou c'est autre chose? Mais je ne suis pas allé les chercher. D'ailleurs, entre nous soit dit, je trouve que dans l'autre presse, sans parler de la télévision, des télévisions, des chaînes d'infos, etc., on va assez peu chercher les choses positives aux États-Unis non plus d'ailleurs. Donc tu vois, je t'en remercie. Ouais, je ne suis pas allé chercher des choses positives, mais des choses positives m'ont trouvé. Hein, c'est le début de l'histoire que je vous racontais. Je me suis planté, j'ai repris l'histoire au début et j'ai découvert des choses. Et pour moi, je sais pas ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle soit positive en soi. Bon, j'étais au village du livre hier. Là, ce qui me revient beaucoup, c'est vous êtes très optimiste. Bon, alors vous savez, là c'est pareil, vous faites des discours, vous trouvez quelqu'un de plus intelligent que vous qui a une formule. Bon, alors tout à l'heure c'était Tocqueville, moi ça peut être Mandela. Donc maintenant, systématiquement, je dis oui, alors optimiste, moi je le suis à la façon de Mandela qui disait que ce qui le rendait optimiste, c'était sa capacité à continuer à regarder le soleil tout en mettant un pied devant l'autre. Bon, voilà, j'essaye de faire ça. Donc je mets un pied devant l'autre comme journaliste et en même temps, j'ai un horizon là, qui est cette histoire-là, avec laquelle je suis en empathie. Oui, si j'étais pas en empathie, il faudrait que je change de journal, parce que si on tombe sur une nouvelle génération qui a un rapport décontracté à l'altérité, c'est même pas qu'elle a un rapport décontracté à l'altérité, c'est qu'elle sait même pas ce qu'on veut dire. La question en noir et blanc, c'est un truc ancien, c'est un monde ancien, il n'y a pas de problème. On n'est pas noir, jaune, vert ou blanc. Enfin, évidemment, évidemment qu'il y a des jeunes qui votent Trump, évidemment il y a des jeunes qui sont racistes, évidemment, bien sûr. Mais enfin, la question, c'est pas une question c'est pas une question de stock, c'est une question de flux, donc c'est l'évolution, comment tout ça évolue. C'est pareil, vous regardez les enquêtes d'opinion en France à travers le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. La France s'ouvre à ce qu'on appelle, avec 45 guillemets, la tolérance, mais sous l'effet de la jeune génération. C'est, vous voyez, c'est l'eau pure, si je puis dire, encore une fois, qu'on rajoute et qui rend plus... moins poissasse l'eau d'avant, l'eau rance d'avant. Donc bien sûr, oui, ça me rend plutôt, comme journaliste à l'Humanité, ça me rend empathique avec mon sujet. Je peux aussi écrire sur Trump avec le même appétit, mais avec moins d'empathie, ça je ne vous le cache pas. Mais le fait de trouver des jeunes ouverts qui portent, puis il y a une sorte de... L'avantage souvent des États-Unis, c'est que le passé pèse beaucoup moins dans la tête des Américains que des Français. Donc il y a une sorte de fraîcheur et de dynamique qui est assez plus que rafraîchissant. C'est revigorant même d'un point de vue journalistique de se dire qu'on a peut-être trouvé quelque chose et qu'on va essayer d'aller au bout de l'étude et du travail là-dessus. C'est formidable. Juste une question me vient, pardonnez-moi. Souvent tu me décris une Amérique coupée en deux. Tu sais, c'est ton expression, c'est-à-dire volontairement clivée par Trump, mais pas seulement. Est-ce que tu peux décrire ça à notre public, ce que ça signifie dans tes travaux, dans ce que tu as pu chercher, trouver? Le pays n'a jamais été autant divisé que depuis la guerre de sécession pour moi. C'est-à-dire que c'est un pays qui est polarisé. Il est polarisé politiquement, et il est polarisé idéologiquement, mais il est aussi polarisé dans la société même. Ce qu'on boit, le type de voiture qu'on conduit, le sport qu'on regarde à la télé, la chaîne dans laquelle on va manger est très connoté politiquement. Très connoté politiquement. Et il y a une étude qui est sortie il y a
on était l'automne dernier, qui montre que les repas de Thanksgiving, qui est quand même la grand-messe familiale annuelle pour célébrer la fondation, durent une demi-heure moins longtemps dans les familles où il y a des accords politiques que dans les familles où il y a accords politiques. C'est-à-dire que c'est devenu le sujet brûlant. Le sujet brûlant, c'est ça. Vous réunissez une famille où il y a le beau-frère qui est trumpiste et des démocrates, vous mettez Trump au milieu et ça part en vrille. Ça part en vrille. C'est un pays qui est totalement polarisé et on le voit, il y a des études du Pew Research Center. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une Amérique, politiquement, une Amérique qui est de plus en plus à droite. Les républicains sont de plus en plus à droite. Voilà. Bush a commencé ça. Ça a commencé à 40 ans, mais Bush a accéléré ça et Trump continue. Et de l'autre côté, il y a une Amérique, on l'a vu un peu, alors le mouvement était un peu différé, un peu décalé, on l'a vu un peu plus tardivement, Sanders nous y a aidé, qui est de plus en plus à gauche. Voilà. Quand on met ça sur des montagnes rouges et bleues, c'est évident, il y avait consensus dans les années 90, tout le monde se retrouvait au centre, les électeurs, hein, je ne parle pas des élus, toujours partir du bas des électeurs. Et puis là, finalement, grande divergence. Donc Trump et Sanders, moi j'avais fait un papier pour l'UMA au début de la saison des primaires 2016 en disant Trump et Sanders sont les favoris logiques des primaires parce qu'ils incarnent ça, ils représentent ça. Et donc c'est un mouvement qui se poursuit. Alors l'origine, j'en parle dans le livre aussi, vous le lirez donc, la base de ça, ce sont les inégalités sociales qui ont retrouvé leur niveau des années 1920, donc d'avant le New Deal, c'est le taux d'immigrés et d'étrangers dans la société, et donc par rapport à tout ça, la société est beaucoup plus clivée. Dernier truc, c'est asymétrique. Cette polarisation est asymétrique. Nous ne sommes pas face à deux montagnes de même. Je parle des montagnes d'électeurs là, et d'Américains qui sont de même hauteur, si je puis dire. Voilà. Et l'Amérique de Trump, c'est une Amérique qui fait dans les urnes 46%. Il a fait 45,9%. Avant lui, Mitt Romney avait fait 47%. Et avant lui, John McCain avait fait 46,1%. Voilà. Cette Amérique-là, elle plafonne à 46%. Mais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et pour terminer là-dessus, le système du collège électoral fait qu'il peut encore être élu, et les dernières études de politologues montrent qu'il peut remporter le collège électoral tout en accusant un déficit de 7 millions de voix. Ce qui créerait là, pour le coup, quelque chose qui serait, à mon sens, de l'ordre du prolégomène de la guerre civile. J'ai lu un spécialiste américain aujourd'hui sur Twitter qui parle de ça, qui parle de guerre civile. Et je termine là-dessus, Carl Bernstein, l'un des deux mecs du Watergate, dit « Nous sommes en train de vivre une guerre civile froide ». Donc il marie les deux termes de guerre civile, civil war, qui est la guerre de sécession américaine, hein, il ne l'appelle pas comme ça, et de la guerre froide. Et on est vraiment dans cet état-là. Je reprends pour que tout le monde ait bien compris, du fait du système électif américain, les États, les délégués, etc., etc., Trump peut être élu avec 7 millions de voix de moins que le futur candidat démocrate. On est d'accord, c'est bien ce que tu as dit. Vous vous rendez compte? Quel drôle de système. Oui, j'imagine qu'il y a des questions. On essaye de faire assez vite. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est sur la question de la classe ouvrière. Vous dites que les jeunes se radicalisent vers la gauche, mais est-ce que ça concerne tous les jeunes? Parce qu'on sait aussi que Trump a été élu grâce à toute une partie de la classe ouvrière qui avait été déclassée dans les villes désindustrialisées, etc. Ok, voilà, premièrement. Deuxièmement, une des caractéristiques de la gauche, c'est aussi la question de l'organisation. Et donc, on l'a vu avec le mouvement Fight for 15 qu'effectivement, les syndicats sont à l'offensive sur une série de thèmes. Est-ce qu'on voit aussi, parmi les jeunes, une plus grande adhésion des structures collectives, style syndicat ou autre? Tu peux répondre tout de suite si tu veux. Après, j'ai peur de me perdre. Alors, sur la question de la classe ouvrière, ce n'est pas parce que Trump a été élu dans des États désindustrialisés que ce sont forcément les laissés pour compte de la mondialisation, ou les petits blancs, ou les ouvriers, hein, ou les peu diplômés qui l'ont fait roi. D'accord ? En fait, il y a eu 18 études sur le sujet. Pour faire vite, la dernière qui synthétise, c'est ceux qui ont vraiment basculé vers Trump, ce sont les moins diplômés, mais qui disposent des plus hauts revenus. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 40, 50, un peu 60, mais plus trop déjà, où l'ascenseur social fonctionnait bien. Et où on pouvait sortir en étant avec un bac, en fait, hein, et on pouvait devenir ouvrier, bien payé, grâce aux conventions collectives, contremaître, on pouvait monter son petit business, vous voyez ? Donc je trouve que le truc peu diplômé, parce qu'évidemment on dit peu diplômé, on pense à quoi ?
On pense au petit machin laissé pour compte. Non, il n'est pas laissé pour compte. Il a des revenus 50% supérieurs à la moyenne des électeurs qui a basculé chez Trump. Mais il a peu de diplômes. Et en général, mais il est plus vieux. Voilà. Alors chez les jeunes, il y a une forme de polarisation, pour répondre en deuxième rideau à votre question. Polarisation aussi un peu politique, même si on est sur un rapport de force très net pour les démocrates. Mais alors il y a aussi la question de raciale à l'intérieur. Mais disons que quand les jeunes peu diplômés, avec des métiers peu rémunérés, blancs, sont plus à même de voter Trump que de voter démocrate. Mais ils le sont dans des proportions qui sont moindres que les générations d'avant. Donc on retrouve là aussi une érosion. Et par exemple, sur la question de l'avortement, les jeunes républicains, qui se disent républicains, sont beaucoup plus ouverts à la question de l'avortement que les républicains les plus anciens. Sur la question de l'organisation, du syndicalisme, voilà, le syndicalisme a traversé des heures sombres. Les taux sont en train un peu de remonter. Et l'année dernière, je fais un petit encadré dans l'un des chapitres là-dessus, 3/4 des nouveaux adhérents au syndicat ont moins de 35 ans. Mais alors, c'est pas dans les boîtes, parce qu'il n'y a plus, il n'y a pas dans les boîtes parce qu'il y a quasiment plus d'emplois industriels et que les jeunes sont peu embauchés. Mais en revanche, c'est dans les universités. Harvard a mené une grande bataille de syndicalisation il y a 1 an et demi. J'avais fait un reportage là-dessus. Et pour l'anecdote, ils sont reliés au syndicat de l'automobile parce que c'est le seul syndicat qui a voulu les représenter. Bon. Donc, mais en tout cas, les étudiants, les doctorants et les profs d'Harvard sont syndiqués. C'est dans les milieux culturels, de la communication, enfin l'économie créative. Donc on retrouve aussi un sens un sens de l'appartenance politique et de l'engagement politique. C'est à la marge si on prend sur les 75 millions. Évidemment, ce n'est pas 75 millions, ce n'est pas non plus 3 millions, mais suffisamment pour infléchir une donnée ancienne. Oui, bonjour. J'ai une question qui concerne Madame Elizabeth Warren. On commence à voir des articles dans les journaux qui présentent la possibilité de l'élection de Sanders comme une vraie réalité, une possibilité tout à fait réelle à cette prochaine élection. Et il est évident que le Parti démocrate doit avoir des éruptions de boutons de partout face à cette possibilité. Bien sûr, Joe Biden est en tête des sondages dans la primaire, mais on n'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'à votre sens, Elizabeth Warren n'est pas le plan B de l'establishment du Parti démocrate pour empêcher à tout prix que ce soit Sanders qui soit élu? Bonne question. Vous savez, des fois, il faut se dire que l'establishment est plus con qu'il n'y paraît, ou a moins de possibilités qu'il n'y paraît. Non, mais des fois, j'entends votre question, mais des fois, je me la pose, et des fois, je me dis, et si finalement, il n'y avait pas de plan B, c'est peut-être que tout ça est moins structuré et moins établi qu'on veut bien le penser. Si Warren est le plan B, c'est un plan B qui est quand même bien à gauche, hein, parce que elle s'est pas positionnée en 2016. Elle s'est pas positionnée en 2016 pour Sanders. Là, dans le cadre de la primaire, elle refuse toute opposition avec Bernie. Après, on va voir, hein, on va regarder où tout ça va nous mener. Pour faire un petit point sur les primaires, peut-être s'il y a d'autres questions, comme ça, ça répond. Joe Biden est à 30% en moyenne. Hein, Warren est autour de 20% et Sanders autour de 18%. Ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle que dans le cadre de la primaire du Parti démocrate, c'est une allocation proportionnelle des sièges. C'est-à-dire qu'on peut aller comme ça, si le rapport de force ne change pas, on peut aller comme ça jusqu'à la convention. 19 et 18, ça fait 37. Biden à 30. Donc, mathématiquement, l'aile gauche, ce qui ne fait pas de la politique, l'aile gauche est devant l'option centriste. Et ça peut se décider à la primaire. Après, Warren, moi, je fais une différence. Warren est très à gauche. C'est la deuxième candidate la plus à gauche de l'histoire des primaires démocrates. Disons-le comme ça, avec des plans quand même qui auraient fait s'effrayer les Clinton, notamment de création. En gros, elle propose notamment la création d'un impôt sur la fortune. Ce qui la différencie pour moi de Sanders, c'est qu'elle a des plans.
Voilà, elle a des plans, donc elle a des plans pour tout, qui sont très progressistes, hein, les syndicats le disent et compagnie. Mais comment on met en œuvre ces plans? Et là où je pense que Sanders apporte une plus-value, c'est qu'il dit nous avons besoin pour changer la politique aux États-Unis d'une révolution politique, c'est-à-dire qu'en gros, les citoyens eux-mêmes s'en mêlent. Et en gros, si je vais caricaturer un peu, hein, c'est dimanche. Warren, c'est Mitterrand 81. On a des propositions impeccables sur le papier, mais après, comment on les met en œuvre? Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une question rapide. La politique de Trump remporte un certain succès au niveau économique, puisque, d'après les chiffres, c'est 5% de chômeurs, à peine. Alors, est-ce que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, ou est-ce qu'on se met un écran de fumée? Et qu'est-ce que ça dit, justement, qu'est-ce que ça peut apporter dans la tête des jeunes en particulier? Ils peuvent se dire, finalement, Trump, il est ce qu'il est, etc., mais il apporte de l'emploi, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que l'opinion des jeunes puisse changer à son égard, au moins en ce qui concerne la santé de l'économie? Je ne parle pas du reste, c'est complètement délirant, mais au moins là-dessus. Vous voyez, il apporte une certaine garantie, un certain confort, même si je sais que les salaires, ça ne doit pas être tout à fait ça. Alors, ça m'amène une deuxième petite question, c'est concernant justement les jeunes à l'université, donc qui payent leurs études, etc. Et donc là, c'est un prochain 2008, puisque finalement, quand il va falloir qu'ils remboursent leurs études et qu'ils vont avoir des petits boulots proposés, comment vont-ils faire? Et ça va créer une énorme déflagration dans la société américaine. Oui, je peux qu'abonder ce que vous venez de dire sur la question de la dette étudiante. Hein, c'est 1500 milliards de dollars. 1500 milliards, une dette moyenne 44 millions d'Américains sont endettés. Et la dette moyenne est de 37 000. Attendez, je ne sais plus, je l'ai mis dans mon deuxième chapitre. J'ai intitulé ça Bac plus 37 172 dollars. Voilà, 37 172 dollars, l'endettement moyen des 44 millions d'Américains qui sont endettés. C'est moins que l'endettement immobilier des ménages, mais plus que l'endettement automobile des ménages. Donc c'est le deuxième poste d'endettement des ménages. Donc évidemment, le jour où ça va exploser, cette bulle-là, ça va faire mal. Sur la question que vous posez sur les 5% de chômage, c'est un fake news, c'est un fake chiffre. Ça n'existe pas les 5% de chômage, évidemment. Si vous retirez de ces chiffres, ce qu'ils font d'ailleurs, tous ceux qui ont renoncé à chercher, plus tous ceux qui sont en situation de maladie, la crise des opioïdes, j'attire votre attention là-dessus. La crise des opioïdes est absolument terrible, c'est une crise de santé publique. Trump en a pris conscience, il est malin, il a du pif, et une crise de santé publique dramatique. Des dizaines de milliers de morts, les laboratoires pharmaceutiques qui sont mouillés jusqu'au cou dans l'histoire, avec les hôpitaux, les pharmaciens de province et compagnie, c'est un truc terrible. Donc déjà, vous retirez ces millions-là, et en fait, on n'en est évidemment pas à 5%. Sur la question de... Est-ce que la santé... En gros, ce que vous dites, c'est est-ce que la santé de l'économie, la bonne santé de l'économie ou des chiffres apparents, peut convaincre un certain nombre d'électeurs de dire finalement Trump, c'est pas si mal que ça, et on pourrait voter pour lui parce que l'économie est en bonne santé, c'est bien pour le pays. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, d'abord, la plupart des électeurs qui vous disent ça, c'est pour masquer leur motivation raciale dans 90% des cas. Plutôt que de dire non, mais moi je vais voter Trump parce que ce qu'il dit sur les latinos et les noirs, il a raison, on se sert du prétexte de l'économie. Oh, l'économie est en bonne santé, c'est bien, les emplois reviennent, je vais voter pour lui. Deuxième type de réponse à votre même question, si vous prenez l'affiliation partidaire des électeurs américains, plein d'études, ils sont au top là-dessus, c'est très détaillé, c'est public, souvent contrairement en France, il faut faire des pieds et des mains pour avoir les données. Démocrates et les indépendants qui penchent pour les démocrates, 47% des Américains. Républicains et indépendants qui penchent pour les républicains, 38%. J'en suis où exactement? Et il reste 7% de vrais indépendants qui font la bascule. Il y a ceux qui refusent de voter, quoi qu'il arrive, et ceux qui font la bascule. Si les démocrates font le plein de leur voix, Trump, il peut avoir tous les indépendants qu'il veut, il ne sera pas élu. En tout cas, il sera minoritaire en voix. Donc la question, c'est ce que dit Bernie Sanders depuis 2016, la question pour un candidat démocrate, c'est sa capacité à mobiliser
et souvent à faire sortir de l'abstention. C'est ça, en fait, là. C'est quel est le candidat qui va être capable de convaincre le plus d'électeurs démocrates naturels d'aller voter. Ce qu'a pas réussi à faire Hillary Clinton. Hillary Clinton fait un médiocre 48%. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont allés voter pour des candidats de troisième parti. Donc la clé, c'est celle de la mobilisation des propres électeurs. Et je ne crois pas, moi, aux électeurs, aux swing électeurs qui basculent. Pas une seule seconde. Dernière question, Christophe. Oui, ma question n'est pas circonstancielle. J'étais sensible à ce que vous avez dit sur toute cette génération qui est née après 2000. Et je vous pose une question très, très simple. La réponse ne doit pas être longue. Est-ce que ces gens-là, ces jeunes-là n'ont pas connu la guerre du Vietnam, ils n'ont pas connu la guerre de l'Irak? Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec après la guerre d'Algérie, où en discutant avec de jeunes Algériens qui avaient 15 ou 20 ans, quand on leur demandait qu'est-ce qui s'est passé avant l'indépendance, ils ne savaient pas. Est-ce que ce fait n'apporte pas quelque chose de nouveau dans la pensée de ces jeunes Américains? Les jeunes Américains ont un rapport différent à la question de la puissance. Là encore, si vous prenez les enquêtes d'opinion, vous regardez les Américains qui ont plus de 50 ans, pensent que les États-Unis ont une destinée exceptionnelle. Hein, vous connaissez la formule. Hein. Si vous prenez les jeunes, trouvent que globalement, les États-Unis sont une puissance parmi d'autres. Et donc, il y a une relativisation, une banalisation totalement du rôle de la puissance américaine. Alors, de la puissance en termes de géopolitique et d'activité diplomatique, mais aussi simplement en termes de style de vie. C'est pas eux le Make America Great Again, c'est pas leur sujet que l'Amérique redevienne grandiose. C'est qu'elle soit un pays agréable à vivre, mais pas forcément en termes de supériorité. Alors ils n'ont pas connu la guerre en Irak, pour certains si quand même, hein, parce que ceux qui sont nés en 81, ils avaient 22 ans. Donc si, ça les a. Je pense que ça, l'élection de Barack Obama en 2008, alors ça fait il y a 10 ans, hein, mais c'était vrai il y a 10 ans. Hein, se fait grâce à la mobilisation des jeunes. Hein, il fait 66% du vote jeune, Obama, enfin des millennials qui à l'époque pouvaient voter. Et ça, c'est dès les primaires. Et dès les primaires, ces jeunes vont voter parce qu'Obama a été un opposant de la première heure à la guerre en Irak, ce que n'a pas été Hillary Clinton. Donc d'abord, si Obama, ce que je n'avais pas vu, donc pour revenir au départ, si Obama a la investiture du Parti démocrate, c'est parce que ces jeunes sont venus se mobiliser sur la question notamment de la guerre en Irak. Et ensuite, s'il a battu McCain, il n'y a pas que les jeunes en l'occurrence, mais ça a compté, hein, pour ces jeunes, ça a compté. En fait, une dernière question, parce que j'avais promis, j'avais oublié. Donc, Oui, tu as bien montré comment, notamment chez les jeunes, il y a une appétence pour l'idée, pour le mot socialisme. Le problème dans ce que tu décris, c'est que pour l'instant, ce que tu mets en valeur, c'est à l'intérieur du Parti socialiste un certain nombre de personnalités, de courants qui essayent d'incarner cette idée. Or, Marx nous a appris quelque chose qui peut éventuellement d'ailleurs être interrogé, mais qui me semble rester vrai, c'est que pour faire une révolution, il faut des organisations, un parti révolutionnaire. Donc, y a-t-il des personnalités, des organisations hors Parti démocrate vers lesquelles il faudrait tourner nos regards pour voir émerger éventuellement quelque chose? Oui, je vois. Question lancinante aux États-Unis, celle de l'organisation politique, des organisations politiques et du Parti démocrate. Alors, pour faire vite et résumer, Bernie Sanders, c'est pas ma réponse, un élément de réponse. Bernie Sanders a fait le choix d'avoir une organisation politique en dehors du Parti démocrate, qui s'appelle Notre Révolution, mais de s'inscrire dans le cadre des primaires du Parti démocrate. Il dit en dehors du Parti démocrate, étant donné le système électoral et politique tel qu'il est, il y a impossibilité de créer un troisième parti qui puisse peser politiquement, nationalement. Donc, je m'investis dans et je tente de l'intérieur de faire basculer le truc. Et il s'appuie, alors c'est le cas de Bernie Sanders, c'est Notre Révolution, c'est le cas du DSA, Democratic Socialist of America, qui est l'organisation politique officielle des socialistes, qui maintenant compte 45 000 membres. Ils ont compté 15 000 quand Trump a été élu, c'est encore peu, mais ça commence à monter très, très fort. Eux, c'est le même truc. On a une organisation en dehors, on mène notre propre travail de conscientisation.
voire électorale, mais surtout politique de conscientisation. Mais dans le processus électoral, à Pittsburgh, c'est ce qui s'est passé, par exemple. Ils l'ont théorisé. On rentre dans le Parti démocrate. Et leur argument, encore une fois, c'est un élément de réponse, c'est pas ma réponse, c'est de dire le Parti démocrate a été le parti de l'esclavagisme. Parce que je rappelle que c'est le Parti républicain. Lincoln était républicain. Hein, le parti de Lincoln est devenu le parti de Trump. Et donc, mais à l'époque, le parti sudiste, pro-esclavagiste et pro-ségrégation, c'était le Parti démocrate. Est devenu, on va faire court pour l'histoire, est devenu le Parti des droits civiques. Donc c'est un outil, et il sera ce que nous en ferons. Donc on va investir le Parti démocrate, et on va le transformer en outil de la révolution politique. C'est un élément de réponse, c'est en cours, on verra. Voilà. J'ai 2 questions rentrées, t'as encore 5 minutes ? Non, j'en profite parce que les jazzman ne sont pas prêts encore, donc j'en profite à mort. 2 questions. Tout le monde s'est posé cette question il y a 5 ans, 4 ans en arrière. Clinton a volé l'élection de Sanders. Sanders a gagné les primaires, en fait. Et Sanders aurait peut-être été élu président. Double question ou la même question ? Prends la première. Ouais. Est-ce que oui ou non, on a volé la primaire à Sanders ? Non, je dirais pas ça. Non, je dirais que les dés étaient pipés dès le début parce que tout l'establishment démocrate avait mis tout son poids. Il ne l'a pas volé au sens où on entend voler une élection, c'est-à-dire qu'on a masqué des choses. Et voilà. Donc je dirais pas ça. En revanche, les dés étaient pipés et ils ne s'attendaient pas du tout à l'émergence politique de Sanders à ce niveau-là. Et même quand Sanders a commencé à percer, on ne s'attendait pas à ce qu'il se termine à ce niveau. En revanche, voilà, c'est une organisation politique qui est particulière, qu'on ne peut pas comparer à une organisation politique en France, mais qui est bien rodée, qui a des relais. Et encore une fois, Sanders donc, a été battu et Clinton a obtenu l'investiture parce qu'ils se sont appuyés notamment sur l'électorat noir, plutôt âgé, qui va plutôt dans les églises. L'électorat noir, les Noirs ont une pratique religieuse très importante. Et souvent, les ministres, on appelle ça les pasteurs. Les pasteurs sont aussi les grands élus du Parti démocrate. Hein. On fait d'une pierre deux coups. Et donc c'est vraiment ça qui a permis de faire la bascule en termes électoraux. Et est-ce que Bernie Sanders aurait gagné? C'est la dernière question. Oui, je pense, parce que justement pour répondre à la question, il aurait eu cette capacité de mobilisation à la fois des électeurs, de ses électeurs à lui des primaires, et aussi de ceux d'Hillary Clinton. Et Hillary Clinton n'a pas réussi à mobiliser et à réunifier les électorats des primaires. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Un grand merci à Christophe de Roubaix. En aparté, hein, imaginez-le. C'est pas mal les journalistes de l'UMA quand même. Hein. Imaginez Christophe de Roubaix dans C'est dans l'air ou sur BFM hein, quand on a des débats sur les États-Unis à n'en plus finir. Ça changerait un peu la donne. Hein. Merci Christophe. Lisez absolument Millennials, la génération qui secoue l'Amérique. Évidemment, il est en vente sur la table des amis là-bas. Tu restes pour signer, hein? Ouais, voilà. Donc vous pouvez poursuivre le débat avec lui. C'est infini ce sujet, c'est infini les États-Unis. Merci à vous. Merci Christophe.